Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un autre regard sur Radio G. Vous nous suivez sur 101.5 FM en DAB+, ou sur le site internet. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, c'est notre émission spéciale Samhain. Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans une nuit où le voile entre le monde des vivants et celui des morts est le plus mince. Une nuit où les créatures de l'ombre rôdent et où les esprits traversent nos rues. Halloween, fête commerciale pour certains, célébration du mystère pour d'autres, puise ses racines dans des traditions bien plus anciennes et profondes. Celle de Samhain, la fête celtique qui marque la fin de l'été et le début de l'hiver. Préparez-vous à une heure de légendes, de créatures fantastiques et de rituels mystérieux. Que la lumière de vos citrouilles vous guide à travers cette nuit. Alors pourquoi dit-on déjà que le voile est le plus fin ? La croyance selon laquelle le voile entre le monde des vivants et des morts est le plus fin, à cette période, trouve ses racines dans les anciennes traditions et les cosmogonies celtiques et païennes. Dans de nombreuses cultures anciennes, la fin de l'été et le début de l'hiver marquaient un moment de transition important dans l'année. Un passage entre la vie et la mort symbolique. Cette période, particulièrement autour du 31 octobre, marquerait la fin de la saison des récoltes et l'arrivée des mois sombres et froids. Les cultures agricoles vivaient alors en grande proximité avec la nature et ses cycles, associant souvent la lumière, la chaleur et la croissance à la vie, face à l'obscurité, le froid et la stérilité de la mort. Samhain, le 31 octobre, marquait cette transition, était considérée comme une nuit hors du temps, où les barrières entre le monde des morts et celui des vivants s'amincissaient. Voici quelques raisons symboliques de cette croyance. À Samhain, déjà, les jours raccourcissent. L'obscurité croît et le froid s'installe. Ça symbolise une période où la nature meurt pour renaître au printemps. Cette période de transition étant perçue comme un moment où l'ordre naturel du monde s'effaçait temporairement et ouvrait la voie à des phénomènes surnaturels. Aussi un moment entre deux cycles. Samhain est le point de jonction entre l'été et l'hiver, un temps hors du calendrier normal. Dans cet entre-deux, la frontière entre les réalités pouvait se dissoudre. Cet intervalle est donc vu comme une période chaotique où les règles habituelles ne sont plus en vigueur. C'est aussi la saison des morts. Avec l'hiver approchant, la terre est devenue froide et stérile, ce qui était interprété comme un retour temporaire du monde à l'état de mort. Les liens entre la terre qui s'endort et les esprits des défunts étaient perçus comme plus tangibles, renforçant l'idée que les âmes des morts pouvaient revenir pour visiter les vivants. D'autant plus que pour les Celtes, Samhain n'était pas seulement une fête marquant la transition entre les saisons, mais vraiment un moment dédié à la vénération des ancêtres. Les vivants accueillaient les âmes des morts en leur offrant de la nourriture et de la lumière sous forme de lanternes. Il était donc naturel pour eux de croire que ce soir-là, les esprits étaient proches et que les mondes s'interpénétraient pour un court moment. Certaines personnes rapportent avoir des expériences paranormales plus fréquentes autour d'Halloween, notamment des visions, des rêves intenses impliquant des défunts ou des sensations de présence spirituelle. Cela pouvait être attribué à la forte charge symbolique de la nuit et à l'état d'esprit réceptif des individus qui finalement s'attendaient ou recherchaient activement ce genre d'expérience. Il y a également une atmosphère collective, c'est-à-dire l'atmosphère d'Halloween avec ses décorations, ses histoires de fantômes et ses pratiques centrées sur la mort et le mystère, peuvent jouer aussi un rôle psychologique. Ce contexte peut influencer la perception et la réceptivité des gens à l'idée de ressentir des présences ou de chercher des signes de l'au-delà. Il y a, comme on dit, une certaine énergie collective qui rend plus probables les expériences paranormales.
Et si on regarde par le biais des pratiques ésotériques et spirituelles, de nos jours, beaucoup de personnes sont intéressées par cela. Une nuit qui est du coup très propice aux séances de spiritisme, l'utilisation de la planche Ouija par exemple, ou d'autres tentatives de communication avec l'au-delà, comme le guéridon, le pendule, etc. La croyance dans un voile plus mince limite donc la pratique de ces rituels. Nous allons maintenant nous pencher historiquement sur ce qui se passait à Samhain et un petit peu décrypter toutes ces traditions, tous ces rites qui ont donné les choses qu'on fait aujourd'hui ou qu'on voit à la télé lorsqu'on regarde un téléfilm américain par exemple. Alors Halloween, de toute façon, est bien plus qu'une simple fête pour les enfants à la recherche de bonbons. Ses racines plongent vraiment dans une célébration païenne, Samhain, ou Samhain, si on le prononce à l'anglaise, qui signifie fin de l'été en gaélique. C'est une des fêtes, de toute façon, les plus importantes du calendrier celtique. Cette nuit marquait vraiment le passage de la saison claire à la saison sombre, le début de l'hiver, et le moment où le monde entre les deux voiles se dissipait, ce qui permettait aux esprits de revenir dans notre monde. Je vous propose de nous plonger ensemble dans la fête des origines. Nous sommes maintenant à l'époque des Celtes, il y a plus de 2000 ans. Samhain, qui signifie fin de l'été, se déroulait de la fin octobre à début novembre en fonction des cycles lunaires, et ça constituait l'une des 4 plus grandes fêtes saisonnières de leur calendrier. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement d'une fête agricole, mais vraiment une fête avec une portée spirituelle. Les Celtes croyaient que ce soir-là, le voile entre nos mondes, The Other World, l'autre monde, devenait si fin que les esprits des défunts, des fées et d'autres entités surnaturelles pouvaient interagir avec les vivants. On avait par exemple une grande importance de ce qu'on appelle le rituel du feu et de protection contre les esprits. Un des aspects centraux de Samhain était le feu. On est toujours lié aux éléments. De grands feux de joie étaient donc allumés sur les collines et les habitants éteignaient les feux de leur foyer pour ensuite rallumer le feu domestique avec une flamme provenant de ce feu sacré. Cela symbolisait tout simplement la purification de leur habitation et la protection pour l'hiver à venir. Ces feux étaient aussi un moyen d'honorer les dieux et de se prémunir contre les esprits malveillants qui erraient cette nuit-là. Les Celtes croyaient que certains esprits pouvaient être bénéfiques, mais que d'autres pouvaient causer du tort. Pour se protéger, ils portaient parfois des déguisements, souvent faits de peaux d'animaux, afin de tromper ou d'effrayer ces esprits. Donc c'est là que vient ce rituel de déguisement, de s'habiller pour effrayer les esprits ou pour qu'ils ne remarquent pas que finalement ils vous prennent pour l'un des leurs, puissiez, on va dire, naviguer tranquille. C'était également une nuit d'offrandes et de festins pour les esprits des ancêtres ou pour les petits peuples, qu'on appelait les House See. Ces offrandes provenaient, donc elles étaient sous forme de nourriture, déposées à l'extérieur des maisons ou sur les autels familiaux. Des festins pouvaient également être organisés avec une place laissée vide à la table pour honorer les défunts, qui leur permettait ainsi de participer symboliquement à la fête. Donc, ce respect envers les morts était central dans les croyances celtiques, qui voyaient la mort non pas comme une fin, mais comme une étape vers une autre forme d'existence. Samhain était donc une période de transition, un moment où l'on pouvait communier avec les ancêtres et obtenir leur bénédiction pour l'année à venir. Et puis effectivement, il y avait des rituels aussi de divination et de prédiction de l'avenir. Donc c'est pas seulement une nuit de connexion finalement avec les morts, c'était aussi un moment propice à la divination et aux prédictions pour l'année à venir. Dans le calendrier celtique, l'année démarre par Samhain. Donc les Celtes, en particulier les druides, utilisaient différentes méthodes de divination pour lire les présages. Ils pouvaient interpréter les flammes du feu, examiner les ossements d'animaux sacrifiés ou utiliser des techniques plus simples, comme observer le comportement des animaux ou des éléments naturels. Certains jeux de divination populaires à cette époque incluaient des techniques pour prédire les mariages futurs ou la prospérité des récoltes. Par exemple, ils jetaient des pierres dans le feu et observaient leur comportement pour interpréter des signes liés à la santé ou la chance des membres de la communauté. Alors, au-delà des rituels spécifiques dont on vient de parler, il y avait aussi une signification cosmique. Ils marquaient la mort symbolique de l'été, la saison de la lumière, de la vie, comme on a vu tout à l'heure, rentraient vraiment dans la période de froid, de mort et d'obscurité. Il faut bien dire, c'est qu'ils ne voyaient pas ça de façon négative. Cette période de repos et de sommeil et de mort apparente était nécessaire pour permettre la renaissance du printemps. Pour eux, c'était un cycle normal. Donc on sait qu'effectivement, c'est une période par laquelle il faut passer pour vivre un renouvellement et que ça permet de préparer l'année à venir. Donc l'idée de mort et de renaissance
est profondément enraciné dans la culture celtique et vraiment resté au thème central de Samhain. Et aujourd'hui encore, certaines traditions modernes, comme celle des Wiccans ou des néo-païens, célèbrent Samhain comme un moment de réflexion entre les cycles de la vie et de la mort. Alors lorsque les colons irlandais et écossais ont immigré aux États-Unis, ils ont porté avec eux ces fameuses traditions. Ça s'est mélangé aux coutumes locales et ça a évolué pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Halloween. Donc les citrouilles sculptées, les déguisements, les jeux de divination actuels comme les héritiers directs de ces anciennes pratiques celtiques. Ce que je vous propose en termes de décryptage de rites celtiques, je vous propose qu'on décrypte ensemble la légende de Jack-o'-lantern et ses nombreuses variantes. Notre histoire se passe bien sûr il y a bien longtemps, un soir d'Halloween dans un petit village irlandais. Ce soir-là, Jack, un homme connu pour son habileté à tromper les autres, aussi bien les hommes que les esprits, errait sur les routes désertes et sombres. Jack était un homme rusé, mais paresseux, passant ses journées à boire dans les tavernes, toujours à la recherche d'un moyen de tromper le diable lui-même. La nuit d'Halloween, alors que le voile entre le monde des vivants et des morts était le plus fin, Jack croisa le chemin du diable. Ce dernier était venu chercher son âme, car Jack avait bien trop péché pour espérer une place au paradis. Mais Jack, fidèle à sa réputation, ne comptait pas se laisser faire si facilement. Il proposa un dernier marché au diable. En échange de son âme, il demanda un dernier verre à la taverne. Le diable accepta, mais lorsqu'il voulut payer l'addition, Jack réussit à le convaincre de se transformer en pièce de monnaie pour régler la note. Le diable, intrigué par la ruse, se transforme en pièce, mais Jack, plus malin, attrape la pièce et la glissa rapidement dans sa poche à côté d'une croix en argent. Le pouvoir de la croix empêchait donc le diable de reprendre sa forme initiale, et Jack refusa de le libérer tant qu'il ne lui promettait pas de ne pas perdre son âme et de lui laisser encore 10 ans. Le diable, bien sûr piégé, n'avait d'autre choix que d'accepter. Jack le libéra et les deux se séparèrent. 10 ans plus tard, la nuit d'Halloween, le diable revient chercher son dû. Mais encore une fois, Jack réussit à le duper. Cette fois, il proposa au diable de cueillir une pomme pour lui en haut d'un arbre. Le diable accepta, mais alors qu'il était dans l'arbre, Jack grava une croix sur le tronc, emprisonnant une fois de plus le diable. Jack exigea que le diable renonce à son âme pour l'éternité et contraint le diable à dû accepter. Cependant, lorsque Jack mourut, son âme ne trouva ni repos ni salut. Il ne pouvait entrer ni au paradis, en raison de ses péchés, ni en enfer, car le diable, lui, avait tenu parole. Errant dans les ténèbres éternelles, Jack demanda au diable un dernier petit service, une lumière pour éclairer son chemin. Le diable, dans un geste moqueur, lui donna un charbon ardent, des flammes de l'enfer. Jack plaça ce charbon dans un navet sculpté pour en faire une lanterne, et depuis, il erre dans l'obscurité, condamné à trouver un refuge qu'il ne pourra jamais atteindre. On l'appelle aujourd'hui Jack of the Lantern ou Jack-o'-lantern. Donc, si on analyse ce mythe, la lumière de la citrouille ou du cucurbitacé, parce que là il s'agit traditionnellement de navets, n'a pas seulement en fait une valeur décorative. Dans les traditions ésotériques, le feu, la lumière, symbolise la protection contre les forces du mal. Allumer une bougie dans une citrouille devient un acte symbolique permettant de repousser les mauvais esprits qui, selon la légende, errent dans la nuit de Samhain. Et vous, avez-vous déjà sculpté des citrouilles pour Halloween ? Savez-vous qu'en Europe, ce sont parfois des betteraves ou des navets, comme on voyait tout à l'heure, qui étaient utilisés ? Partagez vos traditions et anecdotes sur nos réseaux sociaux pendant l'émission en alimentant la page Facebook Radio G à notre regard. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Cette légende de Jack-o'-lantern est l'une des plus emblématiques d'Halloween, car elle combine l'aspect espiègle et macabre de la fête.
Elle rappelle aussi l'importance de cette nuit où les esprits errants peuvent croiser le chemin des vivants. Bien sûr, après toute cette période celtique, l'impact du christianisme sur Samhain a été très profond et a transformé cette célébration païenne en ce que nous connaissons plus aujourd'hui sous le nom d'Halloween. Voici un aperçu de ce changement et des adaptations majeures que le christianisme a apportées à cette fête. À l'arrivée du christianisme, l'Église a cherché à intégrer les traditions païennes locales pour faciliter la conversion des peuples celtiques. Ainsi, Samhain a été réinterprété à travers des fêtes chrétiennes comme la Toussaint, All Hallows Day, qui est le 1er novembre. Elle a été instituée par le pape Grégoire IV en 835 pour honorer tous les saints, les martyrs et les chrétiens défunts. Donc la fête a donc été déplacée à cette date, car avant, cette fameuse fête des saints était plutôt au mois de mai. Tout ça pour supplanter Samhain. La veille de la Toussaint, All Hallows Eve, donc c'est ce qui est devenu Halloween, est devenue une soirée de prière pour les âmes des défunts, intégrant des éléments de Samhain liés à la présence des morts parmi les vivants. Le 2 novembre, l'Église catholique a introduit le jour des morts, All Souls Day, là où on prie pour les âmes en purgatoire. Cette fête s'est mélangée aux traditions de Samhain, qui incluiraient des rites pour les ancêtres et les esprits des morts. Donc on pratique toujours les pratiques d'offrande de nourriture pour les esprits. Et les pratiques de repas commémoratifs pour les défunts ont été adaptées en offrande pour les âmes des morts, avec la coutume qu'on appelle le soul caking. Le soul cakes, ce sont des petits gâteaux qui étaient donnés aux pauvres en échange de prières contre les âmes au purgatoire. Donc les rituels païens de Samhain incluaient des feux de joie, comme on voyait tout à l'heure, des offrandes pour les esprits, des coutumes qui furent progressivement christianisées. Les feux de joie sont devenus des feux pour honorer les saints et les âmes du purgatoire. Les offrandes de nourriture et d'objets aux esprits ont été transformées en offrandes faites à l'église ou aux nécessiteux pour le salut de leurs âmes. Et les déguisements, qu'on utilisait alors pour se protéger des esprits en prenant l'apparence des créatures surnaturelles, se sont également transformés sous l'influence chrétienne. Les déguisements sont devenus une manière de symboliser les âmes des défunts ou de représenter des saints. La tradition, du coup, a directement influencé l'idée moderne de se déguiser pour Halloween. Avec le temps, l'Église a également cherché à démoniser certaines croyances et pratiques païennes. Les esprits des morts et des créatures surnaturelles associées à Samhain, qui étaient autrefois respectées et craintes, sont devenus des symboles du diable et du mal dans la théologie chrétienne. Donc les anciennes croyances furent bien sûr réprimées ou alors réinterprétées sous une forme de lumière chrétienne. Le folklore sur les sorcières, les fantômes et les démons, associés à Halloween, est en partie une conséquence de cette diabolisation. Les anciennes divinités et esprits païens sont devenus des symboles de force du mal en général. Ils ont perdu vraiment leurs caractéristiques individuelles. Alors, malgré les efforts de l'Église pour remplacer Samhain, de nombreuses coutumes ont survécu ou ont été réinterprétées et intégrées dans les rituels chrétiens. Cela conduit à ce qu'on appelle un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de traditions païennes et chrétiennes. Par exemple, la prière pour les morts, la divination ou les festivités de la récolte ont persisté sous de nouvelles formes, et vraiment maintenu un lien avec les anciennes pratiques. Donc si on peut conclure sur ce passage, le christianisme a cherché à intégrer et à transformer Samhain en liant célébration chrétienne de la Toussaint et du jour des morts. Ce processus a vraiment modifié certains aspects de la fête païenne, tout en permettant la survie des traditions ancestrales sous une nouvelle forme. Halloween tel que nous le connaissons aujourd'hui est un produit de cette fusion, alliant symbole chrétien et héritage païen. Et je vous propose d'ores et déjà une petite pause musicale. Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, j'espère que ce morceau vous plaît. On est toujours sur Radio G, sur votre émission Un autre regard, 101.5 FM, disponible également en DAB+. Je vous propose maintenant de regarder plus en détail la fête de Samhain et d'Halloween à l'époque victorienne. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'époque victorienne est marquée par une fascination pour le mystère, le paranormal et les sciences occultes. Ça a vraiment été un tournant important pour Halloween.
C'est en cette période que certaines traditions d'Halloween d'aujourd'hui, qui étaient plus localisées en Irlande et en Écosse, ont commencé à se répandre et à prendre de l'ampleur dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis. L'ère victorienne a vu Halloween se transformer d'une fête païenne régionale en une célébration nationale et même internationale. Cependant, cette transition n'a pas été immédiate. Il y a de nombreuses pratiques qui existent encore aujourd'hui, ont pris forme à ce moment-là et se sont stabilisées à cette époque. Alors, le premier temps, c'est les jeux de divination, d'un passe-temps déjà qui était très populaire. Les Victoriens étaient friands de tout ce qui touchait à l'occulte, et Halloween, avec ses racines dans Samhain, était la nuit idéale pour s'adonner à des jeux de divination. Ces jeux étaient en fonction ludique, mais étaient aussi pris très au sérieux. Les jeunes femmes, en particulier, participaient à des rituels pour découvrir le visage ou le nom de leur futur époux. Une des méthodes les plus courantes consistait à éplucher une pomme en une seule longue bande et à jeter la pelure derrière son épaule. La forme que prenait en tombant cette pelure était censée révéler l'initiale du prénom du futur mari. Un autre jeu très populaire consistait à regarder dans un miroir à la lumière d'une bougie, ce que l'on appelle scrying, et les jeunes femmes croyaient que si elles suivaient certaines instructions spécifiques, elles pourraient voir le visage de leur futur mari apparaître derrière elles dans le miroir. Cette pratique s'inscrit donc dans la longue tradition de captomancie ou de divination par les miroirs. Elle est restée une activité classique, on va dire, jusqu'au XXe siècle, avec l'apparition de psychomantéum. Des pièces qui étaient, on va dire, construites exprès avec plusieurs miroirs pour pouvoir s'adonner du coup au spiritisme et faire apparaître des images dans les miroirs. La deuxième tradition qui a vraiment pris ses racines à l'époque victorienne, c'est le bal masqué et les déguisements. Alors, l'une des grandes évolutions des festivités d'Halloween à l'ère victorienne, ce fut vraiment l'introduction des bals masqués. Alors, bien que les déguisements avaient des origines, comme on a vu tout à l'heure, bien plus anciennes, chez les Celtes par exemple, les Doriens les ont adaptés sous une forme plus élégante et plus sociale. Les soirées déguisées d'Halloween étaient très populaires dans les salons et les maisons victoriennes, notamment, bien sûr, parmi la bourgeoisie et l'aristocratie de l'époque, qui voyaient là une opportunité pour se divertir tout en plongeant dans l'imaginaire surnaturel. Ces déguisements étaient souvent inspirés par des thèmes macabres ou fantastiques, fantômes, sorcières, vampires, mais les costumes étaient souvent faits maison et confectionnés avec des matériaux simples, loin des costumes sophistiqués qu'on peut voir maintenant. Les bals masqués de l'époque victorienne ont préparé le terrain pour la tradition des costumes modernes, qui est désormais incontournable pour la fête d'Halloween. Et c'est aussi la période où on fixe cette tradition des lanternes, mais en citrouille. Donc on a vu une transformation clé dans la tradition des lanternes sculptées. Elle a évolué des navets et des betteraves celtiques vers des citrouilles. Alors bien sûr, la légende de Jack-o'-lantern, héritée de la culture irlandaise, est vieille de plusieurs siècles, et les Victoriens ont été les premiers à réellement populariser l'idée de sculpter les citrouilles pour en faire des visages grotesques ou effrayants. Cette tradition, principalement aux États-Unis, a pris de l'ampleur lorsque l'immigration irlandaise a introduit la légende de Jack auprès du public américain et que la citrouille, très abondante en Amérique du Nord, s'est substituée au navet. Les Victoriens plaçaient des bougies à l'intérieur de ces citrouilles pour éclairer leur porche et pour certains, cela avait une véritable signification protectrice, éloignant les mauvais esprits qui errent dans la nuit. Au cours de l'époque victorienne, Halloween s'est également transformé en une fête de rassemblement familial. Contrairement aux festivités plus spirituelles et religieuses de Samhain, Halloween est devenu un moment de jeu, de nourriture et de divertissement. Dans les salons victoriens, on organisait des jeux comme ce qu'on appelle apple bobbing, pommes dans un grand baquet d'eau, et on essaie d'attraper les pommes avec sa bouche, avec les mains dans le dos, ou encore des compétitions de récits effrayants. Ces jeux sont encore plus populaires aujourd'hui dans certaines régions, avec vraiment une connotation symbolique qui est liée à l'abondance et à la prospérité. L'époque victorienne est également celle où raconter des histoires de fantômes est devenue une tradition d'Halloween. Cette époque qui a vu naître des récits classiques comme ceux de Charles Dickens ou d'Edgar Allan Poe, qui étaient venus lors des veillées d'Halloween pour faire frissonner leurs invités. Et puis, il y a l'arrivée du trick-or-treating dans la société moderne. Alors, le trick-or-treating, c'est le fait de s'installer, bien sûr, de maison en maison. Donc, la tradition du trick-or-treating n'a pas réellement pris forme à l'époque victorienne, ce qui s'enracine, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure, dans des pratiques plus anciennes, mais le soul caking, donc les fameux soul cakes. Les enfants allaient à ce moment-là de maison en maison pour demander des soul cakes en échange de prières pour les morts, une tradition qui a inspiré la fameuse collecte des bonbons qui se fait maintenant. Alors cependant, c'est qu'au début du XXe siècle que cette tradition a véritablement pris la forme que nous connaissons aujourd'hui,
Donc aux États-Unis, le trick-or-treating est devenu populaire dans les années 1920-1930. Donc les enfants se déguisaient, allaient frapper aux portes pour obtenir des bonbons ou des friandises sous la menace d'une farce, si les propriétaires ne jouaient pas le jeu. Donc le trick, c'est la farce, et le treating, c'est la petite gâterie. Avec la montée en puissance du cinéma, la télévision et la culture populaire au XXe siècle, Halloween a été promu par les médias comme une fête incontournable qui a vraiment renforcé les costumes victoriens en les modernisant. Aujourd'hui, le trick-or-treating est pratiqué par des millions d'enfants à travers le monde. Et puis, c'est également un moment de renouveau vers l'occulte et fascination pour le paranormal. L'intérêt pour l'occulte qui a été ravivé pendant l'époque victorienne avec des séances de spiritisme, des expériences avec des médiums, avec des ectoplasmes et un engouement pour la divination a vraiment influencé profondément la manière dont Halloween est organisé aujourd'hui. Des thèmes comme les fantômes, les esprits ou les créatures surnaturelles sont devenus centraux, non seulement dans les films et les séries, mais aussi dans les fêtes populaires. Aujourd'hui, de nombreux groupes néo-païens et wiccans célèbrent toujours Samhain comme un sabbat sacré, rendant hommage aux ancêtres et pratiquant des rituels de divination. Cette fameuse dimension spirituelle est bien sûr toujours présente, mais elle a pris une forme plus cachée derrière les costumes et les fêtes plus commerciales. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je propose maintenant de décrypter les symboles et les rites modernes. Alors, le costume d'Halloween, c'est un des éléments les plus emblématiques des fêtes modernes, c'est-à-dire qu'on ne sort pas sans déguisement. On a vu qu'elle était bien sûr ancrée dans les fêtes celtes, mais voici un aperçu symbolique du costume d'Halloween. Alors anciennement, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, on croyait que les esprits et les forces naturelles pouvaient traverser le monde des vivants et erraient, donc le port des masques et de déguisements servait à tromper ces esprits et à se protéger d'eux. Ça permettait, en les portant, tous ces déguisements qui étaient souvent effrayants et grotesques, de se fondre parmi les esprits ou de les tromper. Ils ne vous attaquaient pas puisqu'ils pensaient que vous étiez l'un d'entre eux. Ça ressemble un peu à Shaun of the Dead, la scène où ils font semblant d'être des zombies pour pouvoir traverser la rue. C'est également, ces costumes, une fonction de protection contre les forces du mal. En revêtant l'apparence des créatures ou des démons, les humains tentaient de montrer aux forces sombres qu'ils faisaient partie déjà de leur monde et évitaient ainsi les attaques. Puis il y avait également une dimension d'inversion des rôles sociaux et spirituels. Le déguisement symbolise également une inversion des rôles. En cette nuit où les frontières entre le monde des morts et celui des vivants s'effacent, où les règles habituelles de la société étaient souvent suspendues, les gens pouvaient ainsi se déguiser en roi, en dieu, en démon ou même en animaux, jouant avec la hiérarchie et les pouvoirs spirituels. Alors avec le temps, les traditions bien sûr ont évolué, notamment avec l'influence des cultures européennes et nord-américaines. Le costume d'Halloween moderne, lui, est un mélange d'anciennes croyances et de nouvelles pratiques. Il y a quand même aujourd'hui une dimension de jeu et de transgression. Aujourd'hui, porter un costume à Halloween est un moyen d'explorer d'autres identités. Les gens choisissent souvent des déguisements qui leur permettent d'incarner des personnages opposés à leur personnalité réelle. Cela peut se symboliser par une libération temporaire des contraintes sociales, une chance d'exprimer des facettes cachées de soi. Il y a également une dimension d'incarnation des peurs ou des désirs cachés. Halloween permet également de jouer avec les peurs. En se déguisant en créatures effrayantes comme un fantôme, un vampire, un zombie, etc., les gens expriment et exorcisent symboliquement leurs angoisses. Cela donne aussi l'opportunité de se réapproprier le pouvoir en devenant ce qui m'effraie. Je contrôle la peur plutôt que de la subir. Il y a également une dimension humoristique et satirique. Donc dans la culture moderne, beaucoup de costumes portent une petite touche d'humour ou de satire. Donc se déguiser en personnage populaire ou en homme politique, par exemple, permet de critiquer la société ou de faire de l'autodérision. Ça donne la possibilité de se moquer des figures de pouvoir ou de célébrités, transformant Halloween en une sorte de carnaval social. Et puis c'est surtout un symbole de créativité et de transformation. Le costume d'Halloween est aussi un espace de créativité. Beaucoup de gens passent des heures à concevoir et à confectionner leur déguisement. Cela devient une forme d'expression artistique. Le costume symbolise la transformation, à la fois physique, mentale, où chacun peut incarner un autre personnage pour une nuit.
Alors, si on regarde un peu plus en détail, les costumes effrayants sont vraiment liés à l'archétype de la peur. Donc, c'est symbolise souvent notre tentative de gérer ou de se moquer des forces du mal et de la mort, de les mettre à distance. Les costumes héroïques, par exemple de super-héros, de personnages mythologiques, ils représentent souvent des aspirations personnelles et des modèles de pouvoir. Donc, porter un costume de super-héros permet de se sentir plus fort et de symboliser la lutte contre l'adversité, par exemple. Les costumes satiriques ou parodiques montrent une volonté de critique sociale ou de dénonciation humoristique, qui permet de jouer avec les figures d'autorité et les phénomènes de société en les tournant en dérision. Les costumes d'animaux, dans cette tradition ancienne, se déguiser en animal servent à se connecter aux esprits protecteurs de la nature et finalement, on va dire, incarner des forces primordiales. Cela peut représenter aujourd'hui une volonté de retour à l'état sauvage ou un moyen ludique de représenter l'instinct. Et si on creuse effectivement une des traditions que les Victoriens nous ont laissées, donc the apple bobbing, le fait d'attraper ces fameuses pommes dans un baquet, il y a une racine qui est quand même très très ancienne. Ça symbolise vraiment la fertilité de la vie. L'utilisation des rituels représente le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, on l'a vu. Donc le apple bobbing, c'est une activité de fête. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée une atmosphère un peu de joie, de camaraderie. On rigole bien. Certains sont plus doués que d'autres à attraper les pommes. Donc dans le folklore, les pommes sont souvent associées à des thèmes de chance, de magie et de mystère. Attraper une pomme dans le cadre de ce jeu était aussi parfois considéré comme un moyen de prédire l'avenir ou de révéler les aspects de sa personnalité. Mais cet événement était souvent organisé dans des fêtes d'Halloween ou des événements communautaires, donc organisés par exemple l'église ou la mairie. Ça favorise l'interaction sociale et le partage de l'esprit festif. Et puis le fait d'aller de porte en porte. Donc ça, on est passé effectivement du soul caking où on allait chercher des petits gâteaux en échange de prières pour les défunts qui errent. On est passé aux bonbons. Donc traditionnellement, effectivement, les personnes qui faisaient du porte-à-porte, c'était souvent des enfants et des pauvres qui demandaient des soul cakes en échange de prières pour les âmes défuntes. Donc les traditions ont peu à peu glissé effectivement vers les bonbons. Donc ces soul cakes, en fait, étaient généralement faits de farine, de sucre et d'épices, et des fruits secs. Il y avait souvent une croix gravée dessus. Et la croix symbolisait la foi chrétienne et servait à évoquer la protection spirituelle. Et les ingrédients comme les épices étaient souvent associés à des croyances anciennes limitées liées à la purification tout simplement. Avec le temps, ces pratiques de ces petits gâteaux, des soul cakes, ont évolué et ont été intégrées dans les célébrations d'Halloween, donc surtout en Amérique du Nord, en étant remplacés par des bonbons. Alors aujourd'hui, les enfants vont de porte en porte pour réclamer des bonbons avec le fameux trick or treat, un sort ou un bonbon. Donc l'idée de trick, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est l'idée d'une farce, d'une blague. Alors, faut que la farce et la blague restent drôles, comme on dit, si jamais vous choisissez de ne pas donner de bonbons. Et c'était vraiment une menace pour inciter les gens à donner des friandises. Alors cette menace, normalement, elle est généralement perçue comme humoristique et légère et ne doit pas avoir d'intention malveillante. Au fil du siècle, le trick or treat est devenu un rituel qui était bien établi, surtout à partir du début du XXe siècle, et il a été intégré dans les célébrations modernes. Donc, cette pratique encourage la convivialité, l'esprit communautaire, avec des quartiers qui s'animent le soir, et c'est une bonne occasion également de rencontrer ses voisins. On creuse bien sûr toujours à notre époque les lanternes. Donc, comme on disait tout à l'heure, il y avait vraiment la symbolique de la lumière. La lumière des lanternes symbolise la protection contre les ténèbres et les forces maléfiques. Elle sert aussi à guider les âmes perdues vers l'au-delà et à éclairer le chemin des vivants, créer vraiment une connexion entre les deux mondes. Donc les lanternes en citrouille sont devenues totalement symboliques d'Halloween. Les gens décorent leur maison, leur jardin avec sa fameuse jack-o'-lantern pour créer une ambiance festive et invitante. En plaçant des lanternes à l'entrée de leur maison, on espère se protéger des esprits malins. Donc ça rappelle un peu la tradition celtique d'éclairer les feux dans la colline pour éloigner les forces du mal. Et puis la sculpture de citrouille est devenue une forme d'art populaire où les individus peuvent exprimer leur créativité en créant des visages amusants, effrayants, ou même des scènes artistiques. Il y a plein de concours qui sont organisés pour élire la plus belle citrouille. Et puis la création des lanternes, c'est souvent une activité qui est familiale, qui rassemble petits et grands. C'est un moment de partage, de rire et de créativité qui renforce les liens familiaux et communautaires. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Comme
comme je disais tout à l'heure, une des formes de divination à l'époque victorienne utilisait une pomme et la peau d'une pomme. Voici ce qu'on peut en dire un peu plus. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que là, il y a toute une symbolique autour de la pomme. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe une pomme horizontalement, son centre révèle naturellement un motif en forme d'étoile à 5 branches, un pentacle. Et puis les 5 pépins sont disposés un peu en forme d'étoile à l'intérieur du fruit. Donc cette étoile à 5 branches est aussi appelée donc pentagramme ou pentacle. C'est un symbole puissant dans de nombreuses traditions ésotériques puisque ça représente l'équilibre entre les éléments fondamentaux, terre, l'eau, le feu, l'air et l'esprit. Et c'est un peu l'harmonie entre l'homme et la nature. Donc très longtemps, les pommes ont été associées à diverses traditions de divination et de prédiction, en particulier lors des célébrations comme Samhain ou Halloween. Donc voici quelques méthodes de divination que vous pourrez, si vous avez des pommes, essayer tout de suite. Donc la première méthode, c'est la pomme et le couteau. Un participant se tient devant un miroir avec une pomme et un couteau. On croyait que si on se regardait dans le miroir tout en pelant la pomme, l'image du futur partenaire apparaîtrait derrière soi. Donc évidemment, c'était souvent utilisé par les jeunes femmes pour prédire leur avenir amoureux. On peut également lancer les pommes. Donc dans certaines régions, les pommes étaient jetées dans un feu ou dans de l'eau, et les motifs qui étaient créés par la pomme à la surface de l'eau ou leur comportement dans le feu étaient interprétés comme des signes ou des prédictions. Par exemple, si une pomme flottait, cela pouvait symboliser un avenir heureux, tandis que si la pomme coulait, ça pouvait être perçu comme un très mauvais présage. Il y a également la méthode de la pomme et de l'initiale. Donc la participante écrivait les initiales des prétendants sur des morceaux de papier et les plaçait sous la pomme. On tirait ensuite une pomme au hasard et la première initiale découverte était supposée correspondre à celle de son futur partenaire. Et puis il y a les pommes d'amour. Donc une autre tradition consistait à découper des cœurs dans la chair des pommes et à les placer sous l'oreiller avant de se coucher. Il était dit que la première personne à apparaître dans un rêve serait celle avec qui on allait se marier. Méthode de peeling the apple. Donc une méthode populaire qui consiste à peler une pomme en une seule longue spirale. Et puis, quand on jette cette spirale, on est supposé découvrir l'initiale de l'une de notre cœur. J'espère que ce retour sur le passé et sur Halloween vous a plu. Je vous propose maintenant des idées de rituels à faire pour Halloween. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je vous propose maintenant des idées de rituels à faire pour Halloween. Alors, ces activités, ces rituels sont conçus pour honorer Samhain et vraiment les racines plus anciennes, tout en intégrant bien sûr des éléments modernes de réflexion et de célébration. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire que vous soyez seul ou en groupe. Ça vous aidera à plonger dans l'essence de cette fête sacrée et ça vous permettra de vivre Halloween un petit peu différemment. Alors, on peut déjà se préparer un petit autel de Samhain. Alors, en créant un autel chez vous pour honorer les ancêtres et les esprits, vous pourriez le décorer de façon symbolique avec des pommes, des courges, des feuilles mortes, des chandelles, des fleurs de saison comme les chrysanthèmes par exemple, ou des objets familiaux qui vous rappellent vos ancêtres. Et vous pouvez allumer une bougie pour chaque ancêtre si vous souhaitez l'honorer et dire une petite prière ou une bénédiction ou vous souvenir par exemple d'un moment rigolo ou d'un souvenir que vous aviez en commun. Il y a également la possibilité de faire des feux de joie et des feux sacrés. Donc les feux de joie, c'était une grande partie des célébrations traditionnelles. Donc on peut allumer un feu à l'extérieur ou une grande bougie par exemple à l'intérieur si vous n'avez pas d'espace extérieur pour symboliser la lumière et chasser les ténèbres de l'hiver. Donc, écrivez sur un morceau de papier des choses dont vous voulez vous libérer, des peurs, des mauvaises habitudes, des relations toxiques, et brûlez-le dans le feu. Ça symbolisera la purification et vous permettra de vous libérer. Vous avez également la possibilité de faire des offrandes pour les esprits. Donc préparez un repas spécial ou des offrandes symboliques comme du pain, des pommes et des noix, du vin, de la bière, et laissez-le à l'extérieur pour honorer les esprits et les ancêtres qui sont de passage cette nuit-là. Samhain était une fête pour honorer les défunts, donc on peut leur offrir de la nourriture. C'est un moyen pour nous de leur montrer notre respect et d'apporter la prospérité pour l'année à venir. Donc vous pouvez disposer ces offrandes dans un coin tranquille ou près d'un arbre. Voilà, vous pouvez réciter ce que vous voulez. L'idée, c'est d'offrir quelque chose aux esprits errants qui traversent la nuit. Et puis, c'est aussi une période de divination, donc pourquoi pas effectivement utiliser des runes, des cartes de tarot, un miroir.
ou même des pommes pour pratiquer des méthodes traditionnelles de divination. Ça fait du bien de prendre un moment dans un espace calme, d'allumer une bougie, de se concentrer sur un message ou une intention et de laisser les méthodes divinatoires vous révéler des messages. Et une autre tradition qui est faisable également, ce qu'on appelle le Dumb Supper, c'est le festin muet. Donc, organiser un festin muet en l'honneur des ancêtres, c'est de préparer un repas avec des aliments de saison, de garder une place vide à table pour les esprits des ancêtres. Donc, ce repas se déroule en silence pour que chacun puisse se réfléchir et se connecter aux esprits de ses ancêtres. Donc, cela permet de montrer du respect et d'inviter symboliquement les défunts à partager un moment avec vous, tout en pratiquant une introspection personnelle. Donc, vous pouvez commencer le repas en silence en prenant un moment pour parler mentalement avec ceux qui vous ont précédés ou en méditant sur leur présence spirituelle. Il est également possible de faire un marché nocturne ou une veillée en pleine nature. Alors, on peut faire une marche silencieuse dans la nature, en forêt ou dans un parc, pour se connecter finalement aux éléments naturels et aux esprits. Pourquoi ? Parce que la nature, en cette période de l'année, est dans une phase de dormance qui symbolise très bien la mort. Donc, c'est quand même un des thèmes centraux de Samhain. Et pendant la marche, on peut cueillir quelques objets naturels comme des feuilles, des pierres ou des glands qu'on peut ensuite utiliser pour décorer son hôtel ou sa maison. Peut-être aussi l'occasion de méditer un peu sur le cycle et le renouveau, sur le fait qu'on rentre certes dans une période sombre, mais qu'il y a toujours la lumière après l'obscurité. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les Celtes, Samhain est la fin de l'année, donc c'est vraiment... ça va marquer une renaissance et le début de l'année, donc dans le calendrier celtique. Donc c'est prendre le temps pour réfléchir aux événements du passé, aux leçons apprises et visualiser de nouvelles intentions. Donc on peut écrire nos réalisations et les défis de l'année sur une feuille. Sur une autre, noter nos objectifs pour la nouvelle année par exemple. Et on peut enterrer ces écrits dans un jardin ou les conserver dans une boîte pour nous en souvenir tout au long de l'année. Bien sûr, on peut également porter des costumes et des masques. Donc créer et porter des costumes inspirés des esprits ou des créatures mythologiques celtiques. Les masques en particulier étaient utilisés pour tromper les esprits errants et éviter qu'ils nous reconnaissent. Donc on peut créer des masques avec des symboles celtiques ou naturels et qu'on peut porter pendant un rituel ou des méditations pour symboliser vraiment cette connexion avec les anciens mythes. Et puis c'est aussi l'occasion de se reconnecter quelque part avec la terre et les éléments. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau. On peut pratiquer des méditations spécifiques ou organiser des activités en lien. Par exemple, faire une marche pieds nus sur la terre, allumer une bougie pour le feu, aller se baigner pour l'eau, etc. Donc on peut s'asseoir en plein air avec des objets symbolisant chaque élément et on peut méditer sur leurs énergies, leur influence sur notre vie. Puis la dernière chose qu'on peut éventuellement faire, c'est créer une amulette ou un talisman, pourquoi pas. Donc c'est vraiment l'idée de se protéger pendant la saison sombre. Donc on peut utiliser des pierres de protection. On peut également utiliser des symboles celtiques ou des runiques, pourquoi pas. L'idée, c'est d'envoyer de bonnes intentions, de bonnes vibes sur ce talisman pour le charger et pour visualiser notre protection tout au long de l'époque d'hiver. Alors, de l'époque victorienne à nos jours, les déguisements, les lanternes, les jeux et les récits effrayants ont non seulement survécu, mais se sont carrément amplifiés. Donc, à travers cette pratique, on célèbre le 31 octobre. Je dirais que c'est bien plus qu'une fête pour les enfants. C'est une vraie connexion ancestrale avec le passé, une façon de défier nos peurs et d'honorer le mystère de l'inconnu et d'honorer nos défunts. Et de toute façon, c'est toute une symbolique dans la culture populaire à travers des films, donc on pense au film Halloween de John Carpenter avec une musique mythique, avec Michael Myers, tout le monde connaît ça. Enfant, je me souviens des épisodes spéciaux des Simpsons. C'est aussi tout l'héritage que nous laissent finalement ces créatures dans de nombreux films. Je me souviens aussi du clip de Michael Jackson sur Thriller. Alors, en cette nuit où le voile entre les mondes se fait plus fin, nous avons exploré les racines profondes et mystiques d'Halloween, de ses origines celtiques avec Samhain, à son évolution moderne dans la culture populaire. Nous avons vu comment les traditions ancestrales, les légendes et les rituels païens continue de résonner aujourd'hui à travers des festivités, des déguisements et des récits empreints de mystère. Halloween n'est pas seulement une célébration de l'étrange et de l'effrayant, mais aussi un moment de rencontre avec l'invisible, un hommage à ceux qui sont partis et un rappel de notre propre lien avec l'au-delà. Alors que l'on sculpte des citrouilles, que l'on joue à des jeux divinatoires, qu'on s'amuse à se déguiser, cette fête incarne vraiment l'idée que la peur, le mystère et la célébration de la mort, c'est aussi une façon d'honorer la vie. Je vous souhaite une bonne fête d'Halloween à tous. La prochaine émission sur Radio G, nous nous pencherons sur les synchronicités. Nous aborderons bien sûr Carl Jung.
Et à quelques jours de la Toussaint, on parlera également contact défunt. Alors, est-ce qu'on peut vraiment converser avec nos chers disparus? Les défunts peuvent-ils vraiment faire entendre leur voix? C'est le thème qu'on abordera dans 15 jours. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.